que l'infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Dans l'émission de cette semaine, nous allons rejoindre le mât d'asile. Le mât d'asile, vous le connaissez déjà, c'est ce lieu de résistance et de festivité en Ariège où se déroule depuis plusieurs années un événement culturel très fraternel, très intéressant, intitulé « Histoire de se rencontrer ». C'est Maëlys Isabelle Bouffartigue, une personnalité du théâtre qui organise ces rencontres. Et cette année, au mois de décembre, du jeudi 12, c'est-à-dire d'aujourd'hui, au dimanche 15 décembre, elle a choisi d'ouvrir de nouvelles rencontres qui s'intitulent « Histoire de se rencontrer au cinéma ». Pour cette première version, elle a décidé de programmer une rétrospective de 6 films d'un réalisateur que nous apprécions beaucoup et qui s'appelle Eyal Sivan. Eyal Sivan, auteur israélien, aborde dans ses films des sujets propres bien sûr à son pays et au conflit israélo-palestinien, mais aussi et surtout des sujets propres à l'humanité tout entière. Son œuvre reste d'une actualité brûlante avec la guerre génocidaire que le gouvernement israélien mène depuis plus d'1 an à Gaza et maintenant au Liban. Eyal Sivan sera présent au mât d'asile pour présenter ses films et répondre aux questions du public. Il est donc important pour l'Union pacifiste d'annoncer ces rencontres. Pour cela, j'ai pu joindre par Zoom Maëlys Isabelle Bouffartigue au mât d'asile, Eyal Sivan à Marseille et les journalistes Jean Stern et Julien Gros. J'ai d'abord demandé à Maëlys pourquoi elle avait choisi cette année de mettre le cinéma à l'honneur. Mais le cinéma m'a toujours passionnée. Je suis une passionnée de cinéma, je n'ai jamais fait d'études, j'adore la critique du cinéma, de l'image, j'adore par exemple aussi les séries américaines et les regarder pour les critiquer. Donc depuis que je suis petite, je fais ça et je commence à être pas mal finalement. Enfin, d'une manière autodidacte, j'ai avancé dans mes critiques, je me rends compte que beaucoup de critiques que je lis résonnent avec mes pensées. Bon, ça c'est une première chose. Je trouve que c'est un art aussi abordable.
accessible. Ce n'est pas toute une équipe que l'on doit payer, qui doit voyager. C'est une boîte. Maintenant, carrément, c'est de lien en lien, d'ordinateur en ordinateur, à distance. Enfin, il y a un aspect, entre guillemets, pratique, hein, et qui reste fondamentalement humain. Par rapport à Eyal Sivan, je l'ai invité pour la 4e édition pour qu'il diffuse 2 films. Depuis que j'ai vu, le premier film que j'avais vu, c'était Iscore. Depuis que j'ai vu Iscore, je me suis toujours dit, ce monsieur, un jour, je l'inviterai. Parce que pourquoi, quand je dis que j'ai eu un choc artistique avec le film d'Eyal Sivan, c'est-à-dire que j'ai reconnu un artiste qui, pour moi, est authentique, réellement, qu'est-ce que c'est que l'artiste subversif qui traite de l'image et de ce qu'il voit. Et bien sûr qu'il nous amène à prendre connaissance de ce que l'on voit et il nous amène à aller à la connaissance de par le biais non pas que du fond mais de la forme. La forme est tout aussi politique pour moi que le fond. C'est vrai que j'ai toujours été attirée aussi par tout ce qui est art politique. Et Yal, je regrette de ne pas l'avoir invité plus tôt. Ben, l'actualité a fait que là, je ne pouvais plus avoir d'arguments pour ne pas inviter Eyal Sivan. Et c'est aussi rendre à César ce qui est à César. Ça, c'est aussi l'esprit d'histoire de se rencontrer en général. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le terrain depuis 40 ans, qui parlent, qui sont presque des Cassandres, sauf que ça, en apparence, ils sont des Cassandres. Dans le fond, le vrai chemin se fait dans l'authenticité. On ne peut pas empêcher une parole de circuler, elle n'a pas de frontières, et à un moment donné, ça fait son effet. La preuve, moi, grâce à Eyal Sivan, j'ai commencé à mettre un petit peu de clarté dans ce que c'était ce conflit israélo-palestinien, parce que je n'y comprenais rien. Je fais partie de ces citoyens qui ne prennent pas forcément le temps pour s'attarder à tous les événements dramatiques ou les conflits qui se passent sur Terre. Donc, il y en a plein de conflits que je ne connais pas. Celui-là, je le connaissais à travers les médias, mais quand on sent les masses médias, hein, je ne parle pas de votre média par exemple, mais tout ce qui est média très accessible et abordable pour tout le monde sans qu'on prenne du temps pour chercher, on ne comprend rien. Et je connais plein de gens qui, à l'heure actuelle, s'ils n'écoutent que ça, ils comprennent toujours rien. Oh là là, ils sont irréconciliables. Voilà les clichés que j'ai toujours entendus. Ce sont des peuples qui ne peuvent pas s'entendre. Quand la Palestine fait mine d'arrêter, Israël reprend et vice-versa. Enfin, on comprend rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce territoire et cet État? On comprend rien. Donc, il faut vraiment travailler ou œuvrer ou être militant. Et Eyal Sivan donne la possibilité au lambda, celui qui n'est pas spécialement avisé, celui qui n'est pas militant non plus, il donne la possibilité de comprendre et comme il disait tout à l'heure, d'aller à la rencontre des protagonistes de ces gens qui vivent sur ces terres, qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient israéliens. Et géographiquement, on découvre le territoire parce qu'on ne le connaît pas. On n'a que quelques images morcelées si on écoute les grands médias ou alors des débris. Des débris, des trucs, voilà, les Israéliens ont montré leur force, mais dessous, il y a des hommes, des femmes, des enfants, il y a toute une vie, on ne les connaît pas. Mais même les Israéliens, alors on voit les chefs de file très, très, très pro-israéliens qui défendent leur État, ceux-là, on les entend, mais après, on n'entend rien. Donc moi, c'est aussi par le biais de mes amis, je connais beaucoup de gens, certains qui ont vécu en Israël, qui s'en sont échappés, d'autres qui n'ont jamais voulu y aller, d'autres dont les parents vivaient en Afrique du Sud pendant l'apartheid pour après être allés en Israël. Donc je connais beaucoup de... C'est aussi cette connaissance-là. Et dans les films d'Eyal, il y a cette espèce de magie de l'humanité, tout simplement. On rencontre l'humanité. Après cette introduction de Maëlys Isabelle Bouffartigue d'Histoire de se rencontrer au cinéma, qui se tiendra, je le rappelle, au Madasile du 12 au 15 décembre, nous allons entendre Eyal Sivan, à qui j'ai demandé de présenter lui-même ses films dans l'ordre de la programmation au Madasile. Est-ce que vous pourriez nous présenter le film qui va être projeté le jeudi 12 décembre, Un spécialiste, portrait d'un criminel moderne, un film tourné en 1999? Eh bien, Un spécialiste portrait d'un criminel moderne est un film
entièrement fait à partir des archives qui ont été tournées en 1961 lors de procès de Adolf Eichmann, qui était un criminel nazi kidnappé en Argentine, amené en Israël pour un procès. Il se trouve que pendant le procès, parmi les dizaines de journalistes ou les centaines de journalistes qui étaient présents, il y avait un personnage important qui est Hannah Arendt, la théoricienne politique ou la philosophe politique, qui a écrit un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Un livre qui a soulevé un grand débat après sa sortie, un tollé presque. C'est le livre d'Hannah Arendt qui nous a inspiré pour le montage de film. Donc, il ne s'agit pas d'un film sur le procès Eichmann, ni un film sur les judéocides, mais plutôt un portrait, comme il est dit, d'un criminel moderne, c'est-à-dire un criminel de bureau, quelqu'un qui est à distance de lieu de la mise à mort et pourtant un grand criminel. Voilà, donc c'est un remontage qui a été fait en collaboration avec Ronnie Broman. Alors, le vendredi 13 décembre, vous allez présenter un film qu'on avait déjà vu donc au Madasil, mais vous allez être là, donc très bien parce que les gens pourront dialoguer après avec vous. C'est le film qui s'appelle Java, la mécanique de l'orange. Alors, c'est Jaffa et pas Java. Ah, Jaffa, et pourtant Jaffa, je la devrais les mécanique de connaître, on Oran. les voit sur les Oui, oranges. oui, voilà. Non, c'est géographiquement, c'est un peu loin. Eh bien, Jaffa, euh, beaucoup connaissent Jaffa à travers la marque des oranges. Jaffa est une ville palestinienne qui a été conquis puis détruit en 1948. Le film est une histoire visuelle à la fois de la marque Jaffa et de l'orange qui est un symbole commun peut-être aux Palestiniens, aux Israéliens. Pour les Palestiniens, c'est le premier produit d'exportation vers l'Europe. Et pour les Israéliens, il fait partie de ces objets qui ont aidé à forger le mythe que la Palestine était un désert et que les sionistes sont venus la fleurir. Et donc, c'est un film qui raconte l'histoire un peu de la colonisation de la Palestine, mais à travers l'histoire de l'orange, c'est une, euh, une incursion visuelle comme ça, un voyage à travers là et les propagandes autour de l'orange de Jaffa. L'orange n'est qu'une excuse pour raconter l'histoire de la Palestine. Mais c'est aussi l'orange qu'on boycotte en premier quand on veut boycotter les produits qui viennent de Palestine. Oui, sauf qu'il n'y a plus des oranges en Palestine, et donc le boycott des oranges de Palestine, aujourd'hui, c'est boycotter une concession, une licence que les déteneurs de la marque, qui est l'État d'Israël, ont cédé au Pérou et à l'Afrique du Sud. Donc, il n'y a plus des oranges en Palestine. Justement, le film se termine avec l'arrachage des oranges à la fois à l'intérieur d'Israël. Les dernières orangeries qui existaient étaient dans la bande de Gaza. Et ceux-là ont été arrachés en 2002 à peu près. On a arraché les dernières traces des oranges. Aujourd'hui, Israël n'exporte que des mandarines et de pamplemousse. Je parle des agrumes. Et elle ne l'exporte pas sous la marque Jaffa, mais sur d'autres marques comme Ori, Madryn, etc. Et donc, oui, en effet, comme tous les produits provenant d'Israël, si c'est euh, les produits de consommation ou les productions culturelles et universitaires, eh bien, ils sont boycottables, tout à fait. Maïlis, vous avez vu ce film Jaffa? Jaffa, oui, c'est bien Oui, ce que oui, je bien dis. sûr, oui, oui, oui. Bon, il vous avait impressionné, je crois, lorsqu'il est passé la première fois au Oui, Madasil. bien sûr. C'est-à-dire que aussi c'est toute la réflexion sur l'image, la manipulation de l'image, le récit national, le roman national.
qui est sous-tendu et le comment. Hein, le comment, on amène ça. Donc, chaque nation a ses petits trucs et ses petites façons, mais généralement, on trouve beaucoup dans l'image, la falsification de l'image, la manipulation, comment on réécrit une histoire, l'histoire de toute une terre. Hein, voilà. Donc ça me passionne, hein, pour moi, ce sont des réflexions philosophiques aussi, une ouverture à la philosophie et à réfléchir la vision de ce monde. Voilà. Alors, on continue le samedi 14 décembre. Donc, un film que je recommande particulièrement, Route 181, fragment d'un voyage en Israël et Palestine, un film qui a été réalisé en 2002 avec le réalisateur palestinien Michel Kielfi. Alors, donc là, vous allez pouvoir nous raconter, Eyal Sivan, l'histoire de ce film, parce que c'est un film important dans votre filmographie. Il est important à plusieurs titres. Il est important parce que c'est une collaboration avec un ami et un très grand cinéaste qui est Michel Cléchy, qui est le premier cinéaste palestinien indépendant, c'est-à-dire c'est les premières personnes qui en a fait de films en dehors de l'unité de cinéma de l'Organisation de libération de la Palestine et qui a ouvert la voie à ce qui est aujourd'hui un art extrêmement important. Je pourrais dire d'une certaine manière, sans ironie, que là où la Palestine est les plus vivante et résiste le plus, et je pense que Jean, qui a beaucoup écrit des critiques sur le cinéma palestinien, là où la Palestine est la plus vivante, résiste le plus c'est à travers son cinéma. Donc, pour moi, c'est important parce que c'était une collaboration avec Michel, qui est un ami. C'est un voyage que nous avons entamé euh, dans notre pays commun. C'est ça qui est dit d'ailleurs au début. Voilà, Palestine, Israël, Israël, Palestine, comme on veut. Et pour pouvoir mener ces voyages, on a tracé une frontière, on a tracé une ligne pour pouvoir voyager qu'on l'a appelée route 181. Et pourquoi route 181? Parce que le 29 novembre 1947, les Nations Unies vont voter la partition de la Palestine et vont dessiner sur la carte de la Palestine qui va de rive des Jourdains jusqu'à la mer Méditerranée, vont tracer une ligne qui va faire une partition, et j'utilise la notion de partition et pas partage, parce que c'est le contre-partage, justement, une partition entre ce qui devrait être un État arabe et un État juif. Cette partition, qui était dans un esprit impérial, a donné 56% de territoire à la minorité juive. Elle a donné 33% de territoire à la majorité arabo-palestinienne et a laissé une petite zone internationale autour de Jérusalem. Eh bien, ce que nous avons fait, nous avons pris la dernière carte de la Palestine qui date de 1946. On a superposé sur la carte d'Israël aujourd'hui, et on a dessiné sur ces cartes, on a dessiné cette ligne de partition, on a voyagé du sud vers le nord, c'est-à-dire de la bande de Gaza jusqu'à la frontière libanaise. Et d'une certaine manière, c'est un film d'une terrible actualité. C'est pas seulement c'est un film des rencontres avec les gens qui habitent, mais c'est un film qui commence à Gaza dans cette catastrophe que nous vivons. C'est un film, et je vais dire un mot qui est devenu un gros mot, c'est un film qui contextualise peut-être la catastrophe de 7 octobre, ce qui a suivi, c'est-à-dire on commence dans la zone vraiment, dans les kibbutz, dans les endroits qui entourent la bande de Gaza, qui déjà à l'époque était sous bouclage, ces endroits qui ont été attaqués le 7 octobre, et on termine à la frontière libanaise avec les drapeaux de Hezbollah. Donc voilà, c'est un film que malheureusement, il est d'une terrible actualité. Mhm. Et d'ailleurs, les entretiens qui sont dans ce film sont à la fois émouvants, à la fois directs, à la fois humains, parfois révoltants.
Et justement, ce sont ces fameux entretiens que vous menez avec autant de talent, si on peut dire, pour faire parler les gens, qui font toute la richesse aussi de ce film. C'est un film de rencontre, c'est-à-dire on voyage, c'est un road movie, on voyage. C'est une occasion pour les spectateurs de connaître ces pays dans lesquels la durée des films, c'est la durée presque de la traversée du pays. Le film, il fait 4 heures et demie. Bah, c'est un pays qui est tout petit, on en parle beaucoup, mais on oublie que c'est un tout petit couloir. Et au fur et à mesure de voyage, on rencontre des gens, on rencontre des Israéliens, des Palestiniens, des travailleurs étrangers. Et on ne les interviewe pas vraiment, ils nous posent la question, comme les gens sont curieux, ils nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? On dit, bah voilà, on fait un film sur la partition de la Palestine, où on voyage sur la route 181, qui est évidemment une route imaginaire, et les gens en parlent. Et donc voilà, c'est un film qui est fait des rencontres, on va à la rencontre de ces gens. Je dirais de ces gens qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup d'Israël, de la Palestine, et d'une certaine manière, on parle peu des Israéliens et des Palestiniens. Justement, le film dure, vous me dites, effectivement, 4 heures. J'avais vu les 4 heures. J'avais vu aussi quand vous l'aviez présenté à Paris, votre collègue palestinien n'avait pas eu son visa pour venir en parler à Paris, malheureusement. J'ai des films de durée très variables et qui ne rentrent pas exactement dans les cases télévisuelles, mais j'ai toujours refusé faire des versions spécifiques pour la télévision, pour le cinéma, etc. Voilà, c'est comme un livre, c'est pas parce qu'il ne rentre pas dans la bibliothèque qu'on l'arrache des pages, c'est la même chose pour moi, le film. Très bien, nous avons la même conception du cinéma alors. Et je voudrais demander alors justement à Jean Stern, qu'est-ce qu'il a vu, lui, bien sûr, ce film. Il a écouté, bien sûr, tous les entretiens, lui aussi, qui a mené beaucoup d'entretiens donc en Israël et en Palestine. Qu'est-ce qu'il en pense de ce film de Stivan? Bah, Je moi, je voudrais, trouve. avant que Jean parle, je voudrais dire une Oui. chose. Jean, c'est pas seulement qu'il a vu le film, Jean ouvre le film puisque c'est sa voix qui fait l'introduction de film. Oui, Ah c'est ben vrai. alors là, j'apprends quelque chose et je remercie Je, Jean je, Stern. je- On apprend beaucoup de choses dans cette émission d'aujourd'hui alors. Alors Jean, Oui, c'est un film que j'aime énormément, comme la plupart des films d'Eyal, évidemment, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est effectivement que ce film permette de comprendre une notion qu'on a du mal à visualiser quand on n'y est jamais allé, c'est la géographie de ce territoire. Et la géographie, pris comme un couloir au sens propre du terme, c'est un territoire extrêmement étroit. Eyal parle de la Méditerranée au Jourdain, sur sa plus grande largeur, c'est à peine une centaine de kilomètres. La, 36, l'an- 36, hein. hein, la plus large, elle fait 36, Jean. Oui, c'est ça, c'est rien du tout. Ah, 36, ah oui, vous oui, voyez c'est vraiment un couloir. tout. Je pensais 100 parce que mais 36 kilomètres, quoi. L'ensemble de ce territoire, c'est la Bretagne à peine, sous une forme évidemment géographique différente. Et donc avoir tracé cette ligne remontée est extrêmement séduisant. Deux, et il y a les mois, on a au moins un point commun, c'est que on essaye dans ce territoire où l'information est très contrainte, on en reparlera plus en détail sur place au Madasile, on essaye d'aller tout simplement vers les gens. C'est-à-dire que ce qu'il y a de formidable, c'est d'écouter la parole des gens, parce que prendre comme un bloc aujourd'hui les Israéliens avec un grand I et les Palestiniens avec un grand P, c'est une imbécilité. C'est une imbécilité doublée d'une escroquerie. Une escroquerie puisque de toute façon, le discours est construit par Israël. C'est Israël qui construit le discours sur la Palestine aujourd'hui, à l'intérieur de la diffusion extérieure, on va dire. Donc, ça nous oblige, d'une certaine manière, même sans être volontaire, à rentrer dans un discours qui est un discours unique. Et donc, Route 181, ben, à la fois par sa co-réalisation, et surtout par les gens qu'il fait parler. Et je dis bien qu'il fait parler parce que c'est pas les gens qui l'interrogent. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est tout simplement faire parler. Moi, j'aime un journaliste qui consiste, et je le dis souvent, c'est pas la peine d'aller voir des ministres, puisque les ministres, ils répondent aux dépêches de l'agence France Presse ou de Reuters ou de la presse internationale en général. Par contre, s'asseoir au bord d'une route, s'asseoir dans un café, aller vers des gens, bah ça, c'est un journalisme ou un cinéma documentaire
qui se pratique, hélas, de moins en moins. Et je trouve que Route 180 est quelque chose de très important parce qu'effectivement, je vais le revoir avec intérêt, je ne l'ai pas vu depuis quelques années, mais je pense qu'il apporte beaucoup de réponses à l'actualité que nous vivons en ce moment. Effectivement, écouter les gens, c'est très important. Les faire parler, c'est très important. J'ai travaillé moi-même pour l'émission Mosaïque sur France 3 pendant quelques années et je sais que pour faire parler les étrangers, il ne s'agit pas de leur poser des questions brutales comme le font parfois les journalistes. Voilà, bon, ceci dit, on continue avec la programmation du MAS d'asile et de se rencontrer au cinéma. Alors, on a vu donc le samedi 14 décembre Route 181, mais il y a aussi un autre film qui va être présenté ce jour-là, c'est Iscore, les esclaves de la mémoire. Alors là, c'est un film aussi très très important. Alors, Eyal Sivan, ce film, qu'est-ce qu'il contient? Il score l'esclave de la mémoire. Euh, C'était mon deuxième film. J'étais encore plus jeune que je suis aujourd'hui. C'est un film qui va avoir 25 ans, 35 ans, pardon. J'avais 26 ans à l'époque. Et c'est un film qui est tourné pendant 5 semaines, de mois d'avril, entre mois d'avril et mois de mai, qui est à peu près ce qu'on appelle les mois de la mémoire. Ça commence avec la fête de Pessah, la Pâque juive, et ça se termine, qui passe après, quelques semaines, 2 semaines après, il y a le jour de commémoration de la Shoah et de l'héroïsme, comme ça s'appelle officiellement, puis après, le jour de commémoration des soldats morts pour la patrie, et ça se termine par le jour de l'indépendance. Eh bien, j'ai pris ces cadres temporels pour en réalité faire une incursion à l'intérieur des systèmes d'éducation israéliens, pour ne pas dire le système d'endoctrinement israélien. Et c'est un film sur l'instrumentalisation de la mémoire juive et de la mémoire historique. C'est en réalité un film qui essaie de répondre à cette question que on me pose souvent, qui est, mais qu'est-ce que finalement les Israéliens ils ont dans la tête? De quoi est construite cette société? Eh bien, à l'époque, c'était la première intifada. J'ai essayé de répondre à travers mon expérience propre, qui était une expérience d'un élève dans l'école israélienne, dans laquelle on utilise la mémoire, comme j'ai dit, la mémoire juive d'un côté, l'histoire de l'autre, pour créer une forme d'une innocence victimaire chez les Israéliens, qui devient permissive pour les crimes. Voilà, c'est un film qui euh, est en ce moment en train d'être montré, je dirais presque tous les jours quelque part dans le monde, à cause de cette curiosité qui est, mais finalement, mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont, les Israéliens, comment ils peuvent agir comme ils agissent. Et encore une fois, terrible actualité. Je dis souvent, là en ce moment, je voyage un petit peu partout dans le monde avec mes films qui sont déjà anciens et j'ai dit, j'aimerais beaucoup, et c'est sincère, j'aimerais beaucoup que mes films deviennent des documents de passé et cessent d'avoir une pertinence dans l'actualité. C'est clair. Alors effectivement, bon, tous ces films sur l'histoire, sur la mémoire sont très importants pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. On va en parler un peu plus tard de l'actualité. On continue sur les films. Dimanche 15 décembre, c'est Akaba Jaber, Paix sans retour, un film de 1995 sur un camp justement en Cisjordanie. Alors ce camp, je crois qu'il existe toujours. Le camp d'Aqaba Jaber existe toujours, il est dans la vallée des Jourdains, dans les déserts. Dans les territoires occupés. Aqaba Jaber, j'y reviens en 1995 pour tourner un film avec une question qui est paix sans retour avec un point d'interrogation. 94, c'est l'application, 95, c'est l'application de la première phase des accords de Oslo. Euh,
dans lesquels l'armée israélienne se retire de la bande de Gaza et de la région de Jéricho. J'ai tourné mon tout premier film à 22 ans dans ce même camp, avec un film qui s'appelle Aqaba Jaber, Vie de passage. Et je reviens 7 ans plus tard pour poser une question qui est une question qui est est-ce que la paix est possible sans le retour de réfugiés? Et c'est ça la question, Aqaba Jaber, paix sans retour. Et la rencontre, c'est la rencontre avec des réfugiés palestiniens, avec leurs familles, avec leurs descendants, ceux qui ont été expulsés en 1948 par les militionnistes lors du nettoyage ethnique de la Palestine. Et alors, donc, il y a un autre film qui est beaucoup plus récent aussi que vous allez présenter, donc au Madasile, un film de 2012, État commun, conversation potentielle. Alors là, c'est aussi intéressant puisqu'il s'agit de faire parler en même temps un arabe palestinien et un juif israélien. Alors, sur quoi ils parlent? Là, il y a 18 personnages qui sont des Israéliens et des Palestiniens et qui, ensemble, dans une conversation que je l'appelle potentielle, réfléchissent en dehors de paradigme de la partition de la Palestine, on sait qu'on appelle l'idée des deux États. Ils sont en train de réfléchir ensemble et en parler de quelque chose qui est une autre structure, quelque chose qui serait un État commun. Et un État commun est un double mot, ce n'est pas seulement un État avec un grand E, c'est aussi une condition qui est commune. C'est-à-dire, ce n'est pas une discussion de pour ou contre, ce n'est pas une discussion l'un face à l'autre, mais c'est ensemble. C'est un film qui accompagne un livre ou un livre qui est accompagné par un film, un livre que nous avons coécrit avec Eric Hazan, qui était édité aux éditions de La Fabrique, qui s'appelle État commun entre le Jourdain et la mer. Et c'est un film, ben voilà, ça c'est un film sur l'avenir, en l'occurrence. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que grâce au cinéma, vous allez pouvoir les faire parler l'un avec l'autre. C'est ça, disons, la magie du cinéma. Bon, là, vous n'avez pas fait que ces documentaires. Il y en a 6 qui vont être présentés au Magazine, mais vous avez fait beaucoup d'autres films. Vous avez fait aussi des livres. J'en ai retenu 2. Éloge de la désobéissance, qui a été écrit avec justement aussi Romy Broman, et que nous espérons en parler bientôt dans notre émission Civis Pacem parce que ça correspond exactement à notre thème des pacifistes. Ensuite, vous avez écrit un boycott légitime pour un BDS universitaire et culturel d'Israël avec Armel Laborie. Bon, on va reparler de tout ça, mais ce sont des films politiques et là, peut-être que je vais quand même donner la parole à Jean Stern. Euh, on arrive à l'actualité, là, Jean Stern. Bon, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans Libération, La Croix, puisque ce que j'ai vu aussi Amnesty International, bien sûr. Mais surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que nous avons eu la chance d'avoir plusieurs émissions sur l'actualité avec Alain Grèche, vous travaillez justement sur le média Orient 21. Et il y a un article qui est important, enfin j'ai vu que vous faites des articles dans plusieurs langues, en français, en espagnol, En farsi, en arabe, en anglais, en italien. et il y a un Ouais, article qui m'a beaucoup intéressé, c'est les tiraillements des Français juifs de gauche. Alors ouais. pourquoi ce tiraillement? Bah, ce tiraillement, tout simplement parce que l'actualité est là et surtout que, si vous voulez, depuis longtemps déjà, hein, on peut même situer ça au début des années 2000 à peu près, les juifs français ou les Français juifs, parce que je préfère cette terminologie-là, si vous voulez, parce qu'ils sont d'abord français, ensuite juifs. C'est important parce que cette participation, ce rôle dans la communauté nationale, dans l'histoire de la communauté nationale, dans l'histoire aussi des migrations qui ont fait la France, hein, les différentes étapes des migrations juives, les différentes périodes des migrations juives ont fait que les juifs se sont construits comme une des communautés
de la France d'aujourd'hui et une communauté relativement importante. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez les médias, le gouvernement, évidemment, les institutions représentatives, ou soi-disant représentatives, parce qu'en fait, elles ne représentent pas grand-chose, le CRIF en particulier, Conseil représentatif des institutions juives de France, qui disent parler au nom des Juifs. En réalité, c'est une difficulté supplémentaire pour nous, Juifs français ou Français juifs, c'est qu'ils parlent au nom d'Israël. Et le fait de parler au nom d'Israël, d'une certaine manière, nous assigne un double silence. Le premier silence, c'est de se dire que, comme citoyens français, nous avons une parole autonome qui n'est pas celle d'Israël. Deux, comme citoyens français, nous pouvons et nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, sensibles à la situation dramatique des Palestiniens, dont je dirai un mot juste après, parce que nous sortons par ailleurs chez Libertalia 2 livres qui viennent de Gaza directement et qui sont pour moi des témoignages extrêmement essentiels. Donc j'ai voulu essayer de comprendre parce que chez les Français juifs, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est ces distances qui se sont construites au fil des générations par rapport non pas à l'identité juive, mais à la religion et à l'État d'Israël. Il y a énormément de Français juifs qui ne vont pas en Israël, qui n'ont pas de famille en Israël, qui n'ont pas de relations spécifiques, culturelles, personnelles, historiques, familiales avec l'État d'Israël. Et donc, qui regardent ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe dans les territoires dont il faut parler, puisqu'aujourd'hui, la situation dans les territoires, même si elle est de moindre intensité, évidemment que la situation à Gaza et dans le sud du Liban est tout aussi dramatique, parce que c'est une situation qui rend fou de harcèlement personnel. Et donc, les Français juifs se posent énormément de questions, sauf qu'ils n'ont aucun cadre pour l'exprimer. Ils n'ont aucun cadre puisque le gouvernement, les médias dominants, les institutions soi-disant représentatives imposent un discours unique qui est un discours de Netanyahou, qui est un discours de Netanyahou, qui est un discours qui reprend même le langage de Netanyahou. On l'a vu, par exemple, de manière stupéfiante, même si ça ne se passait pas en France, avec l'affaire d'Amsterdam. Où l'affaire d'Amsterdam, vous avez d'un côté des hooligans avinés, on le dit pas, mais ils étaient tous bourrés, avinés, violents, racistes, qui passent 48 heures dans la ville d'Amsterdam à insulter tous les Arabes qui croisent dans la rue. Et j'emploie ce mot arabe à dessein parce que c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, c'est un racisme anti-arabe fondamental. Et de l'autre côté, des gens à qui la moutarde motonnée et qui souvent ont une notion des concepts, on va dire, qui est parfois effectivement par manque d'éducation, par manque de travail, parfois douteuse et qui confondent allègrement à cause des médias dominants israéliens et juifs. Donc on assiste à ça, et avant même que les incidents soient terminés, le gouvernement israélien, Netanyahou, il nous parle de pogrom. La maire d'Amsterdam, terrorisée, parle de pogrom. On nous parle d'avions qui sont envoyés en urgence, alors que c'était des avions qui étaient prévus de longue date pour rapatrier ces gens qui étaient venus pour un match de football à plus de 1500, et donc il fallait bien des avions qui venaient les amener, qui ensuite devaient les rapporter. Donc si vous voulez, on nous construit un narratif, et puis on est embarrassé, parce que le mot pogrom, il fait peur. Le mot pogrom, il fait mal. On a tous un arrière-grand-père, un grand-père, un grand-oncle, le père de mon beau-frère, etc., qui ont été victimes de pogroms en Lituanie, en Pologne, en Ukraine, en Russie, etc. Donc c'est quelque chose qui nous parle. Et il faudra une semaine pour déconstruire ça. Et donc on est tiraillé par ça. C'est-à-dire ce discours dominant d'un côté et cette non-représentativité de l'autre, puisque nous ne nous sentons pas représentés par les trucs officiels et nous ne sentons pas non plus représentés par les trucs militants qui malheureusement aujourd'hui sont trop faibles numériquement, sont souvent engagés dans des conflits, pardon de les appeler comme ça, mais qui sont des conflits groupusculaires en réalité et qui donc ne nous éclairent pas au bon sens du terme, sur la stratégie. Et la seule stratégie qui vaille aujourd'hui, le seul discours qui soit audible aujourd'hui pour un Français juif, c'est évidemment la solidarité avec la Palestine, au nom de la justice, au nom de l'universalisme. On encense Léon Blum avec raison beaucoup
avec raison et parfois tort d'ailleurs, beaucoup en ce moment sur les ondes publiques, justement, on va faire rentrer Marc Bloch au Panthéon. Qu'est-ce que portait Marc Bloch, c'est-à-dire comme valeur essentielle? Il portait l'universalisme, le refus de l'injustice et le refus de l'assignation identitaire. Eh ben, c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Et en refusant cette assignation identitaire, ben, on doit exprimer aussi, au nom de ces valeurs-là, notre solidarité absolue avec les Palestiniens et cette espèce de guerre atroce, hein, il n'y a pas d'autre mot, qu'ils subissent depuis plus d'1 an maintenant. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse, à croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson ancienne de Michel Buller, une chanson qui nous parle de la Palestine. Et cette chanson est malheureusement toujours d'actualité. Comme le sont d'ailleurs les films importants
du réalisateur israélien Eyal Sivan. Je vous rappelle que les films d'Eyal Sivan seront projetés dans le cadre de l'événement culturel intitulé Histoire de se rencontrer au cinéma, qui se tiendra au Mas d'Asile en Ariège du 12 au 15 décembre. Eyal Sivan sera présent. Et voici d'ailleurs ce qu'il m'a répondu quand je lui ai posé une question sur la situation actuelle du conflit israélo-palestinien. Nous sommes au cœur de la catastrophe, nous sommes dans l'abîme. Il y a depuis un an, il y a une campagne génocidaire. Il y a, pour reprendre les termes d'un ancien chef d'état-major, ancien ministre de la Défense israélien, il y a une campagne de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. On assiste à une terrible catastrophe et une gigantesque souffrance. Vous dites, mais c'est que ça vous fait les mal que ça fait. D'abord, il y a les mal des Palestiniens, et moi, je suis absolument, je dirais, effaré, choqué et indigné de réactions de chancellerie des gouvernements occidentaux qui laissent faire leur enfant chéri, l'État d'Israël, le laisse importer les Israéliens et les Palestiniens dans la catastrophe. Israël est en train de vivre un suicide. Moi, j'ai rien contre les suicides, tant qu'on c'est pour soi-même, mais qu'on importe les autres avec, ça devient catastrophique. Voilà, dites comment je vois la situation. Eh bien, je vois une attitude qui est une attitude folle, dans laquelle on laisse faire. Et c'est peut-être ça le plus terrible. Et justement, vous pointez souvent la responsabilité justement des pays européens, puisque je vous ai entendu dire dans un entretien précédent que le conflit sioniste-palestinien, vous l'appelez sioniste-palestinien, est une question purement européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez dit ça? Le mouvement sioniste, qui est né à la fin du XIXe siècle, il est né comme une rupture au sein du judaïsme. C'était un mouvement extrêmement minoritaire et une idéologie qui n'arrivait pas à accrocher les masses juifs. Il est entièrement inspiré par les nationalismes européens et il se présente comme une réponse au rejet des juifs, comme une réponse à l'antisémitisme. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et le lendemain de judéocide, qu'en France on aime appeler la Shoah, eh bien, les États occidentaux vont résoudre leurs problèmes juifs, non pas en intégrant les juifs au sein de l'Europe et de l'Occident, mais en les proposant d'aller coloniser la Palestine. C'est-à-dire qu'on fait payer l'indigène palestinien les crimes européens. Et en cela, les Palestiniens sont, disait Edouard Saïd, le penseur palestinien disait, ils sont les victimes de victimes. Non, en cela, les Palestiniens sont les victimes collatéraux de judéocide. Il n'y a rien de plus lâche que représenter une solution à un problème que nous avons créé pour que des autres payent les conséquences. Et en réalité, l'Occident fait payer les conséquences de sa vision raciste, donc antisémite, et son exclusion, il le fait payer à des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien à voir là-dedans, qui sont les Palestiniens. Alors justement, en France, il est difficile actuellement
de parler d'antisionisme sans être traité immédiatement d'antisémite. Et vous dites justement, j'ai lu aussi que l'antisionisme est une forme d'anticolonialisme. D'abord, l'antisionisme, il faut dire que l'antisionisme, c'est une histoire juive, d'abord. C'est-à-dire que le sionisme ne l'est pas. Le sionisme est une histoire d'abord, avant d'être un mouvement national juif, il est un mouvement, est une pensée évangéliste protestante de raisons religieuses. Ça, c'est le sionisme chrétien qui va précéder le sionisme juif. Et les Juifs, des Juifs, mais les Juifs, qu'il faut se rappeler qu'au 19e et au début du 20e siècle, dans leur majorité écrasante, sont de religieux, sont des Juifs religieux. Ils voient les sionismes nés parmi de Juifs assimilés, sécularisés. Ils les voient comme un sacrilège. Euh, les juifs religieux disent, Dieu nous a promis cette terre, nous a exilés de cette terre, c'est Dieu qui décidera. Et la création d'un État juif, elle est vue d'abord par les juifs religieux comme une aberration, comme une tentative de forcer la venue messianique. Puis il y a les juifs marxistes, les juifs révolutionnaires, qu'eux aussi, ils s'opposent à la création de l'État d'Israël et ils s'opposent au sionisme. Il y a les démocrates libéraux, les humanistes, parmi les juifs qui sont sécularisés, qu'eux aussi, ils voient le sionisme comme une machine nationaliste aux mains de l'impérialisme et du colonialisme. Et pour en finir, il y a les juifs assimilés qui se disent, mais finalement, la création d'un État juif va nous mettre dans cette situation de double allégeance dans laquelle on va nous dire, mais finalement, vous n'êtes pas des citoyens à part entière puisque vous avez votre autre État. Eh bien, le sionisme est une rupture au sein de sionisme. Et c'est une rupture au sein de judaïsme, pardon. Et c'est une rupture qui date de 100 ans. Donc, je pourrais dire à l'envers, aujourd'hui, en France, de raison de terreur intellectuelle, on dit l'antisionisme et de l'antisémitisme. Moi, je dirais aujourd'hui l'antisémitisme et le soutien au nationalisme juif. Par contre, l'antisionisme, le soutien à l'antisionisme est un continuum, est une tradition juive. Je le dis souvent et je le répète parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de le dire et moi, je peux le faire pour l'instant. Je suis antisioniste parce que je suis un humaniste internationaliste et je refuse toute idée d'un nationalisme qui est basé sur un ethnisme, une raciologie, une vision de exclusion de soi-même de la tentative de la construction d'un monde commun, comme dit Hannah Arendt. Alors, donc vous vous exprimez bien sûr par l'écrit, par le cinéma, et est-ce que ce cinéma justement pourrait avoir une influence pour faire passer justement cet humanisme qui est absolument nécessaire? Ben, si nous voyons la situation aujourd'hui et nous considérons que moi, ça fait bientôt 40 ans que je fais des films, on peut dire que mes films n'ont strictement aucune influence quelconque sur la réalité. Euh, mais je ne pense pas que quand il s'agit des arts ou de l'éducation, on peut mesurer les choses par action, réaction, action, influence. Il s'agit de quelque chose beaucoup plus large. Mes films en effet, utilise Palestine-Israël comme un laboratoire territorial, mais pour parler d'autre chose, Maëlys l'a dit tout à l'heure, moi, à travers mes films, j'essaie de parler aussi de questions de politique d'image, de politique de représentation, de qu'est-ce que c'est l'image, et d'une certaine, c'est un appel aussi
à une forme de spectateur qui n'est pas un spectateur passif, qui n'est pas un spectateur dans lequel l'image n'est qu'un chewing-gum pour ses yeux, mais un spectateur qui est actif, qui pose en permanence la question, non pas qu'est-ce que je vois, mais qu'est-ce qu'on essaie de me montrer. Alors justement, j'avais lu que Marie-Josée Monzin, qui va être aussi au Madasil, qui a beaucoup travaillé aussi sur l'image et Mm. sur la représentation, donne une définition de l'artiste. Alors vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans cette définition de l'artiste. C'est celui qui donne de la liberté à celui qui regarde, et puis je dirais aussi à celui qui entend. Écoutez, je Ouais. suis toujours d'accord avec Marie-Josée Monzin, que je considère aujourd'hui peut-être comme la philosophe d'image la plus importante en France et parmi les plus importants dans le monde. Et j'invite tout le monde à lire les ouvrages de Marie-Josée Monzin, parce que Marie-Josée Monzin, elle sait quelque chose, elle sait quelque chose et elle nous rappelle quelque chose. L'image et la présence de l'image dans l'espace public est une action politique. Et elle est une action politique à partir de sa genèse. C'est pour ça que son livre Icône, Économie, Iconoclasme, est un livre fondamental parce qu'il est presque sur les points de départ de l'image en étant quelque chose qui est politique. La définition de l'artiste de Marie-Josée elle est extrêmement pertinente parce qu'il faut l'entendre comme Marie-Josée dit, euh, l'artiste c'est celui-là qui donne une liberté au spectateur. Les sous-entendus, c'est il donne la liberté de penser, justement. Et penser, la pensée active, c'est peut-être le sport le plus important. Alors qu'on voit que ceux qui ne sont pas les artistes, ceux qui se représentent un petit peu en position de supériorité, il y a des artistes comme ça aussi, mais qui sont souvent les médias officiels, ou je dirais les médias du capital, ceux qui ont les grands moyens, considèrent, et moi je l'ai entendu dans ma carrière de responsable de télévision, qui parlaient de grand public, de petits spectateurs. Vous savez, les premiers des spectateurs d'un film, par exemple, c'est le réalisateur lui-même. Moi, tout l'effort que j'ai fait dans la salle de montage, pendant que je travaille avec les images que j'ai accumulées, c'est le devenir spectateur, justement. C'est-à-dire penser face à l'image. Les mêmes choses avec l'écrit. L'écrit, les premiers lecteurs, ce n'est pas je n'écris pas pour les autres, je ne fais pas de film pour les autres, je suis les autres. Moi, je ne parle jamais, comme disent les journalistes. Vous savez, j'entends dans les plateaux de télévision, par exemple, ils disent les Français veulent, les Français pensent comme si eux, ils étaient ailleurs, eux, ils étaient autre chose. Moi, je dis nous. Alors, vous avez aussi quelque chose avec Marie-Josée Monzin, puisque j'ai vu qu'elle était née en Algérie et qu'elle parlait beaucoup aussi de la colonisation. La colonisation est quelque chose d'important. Moi, je suis né en Tunisie, je connais aussi un peu le problème. Bon, cette colonisation, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui définit actuellement la guerre est menée par Israël à Gaza et au Liban? C'est pas la colonisation qui définit la guerre à Gaza et au Liban. Euh, la colonisation définit la nature du conflit. Il s'agit d'un conflit colonial. Il s'agit d'un conflit entre de migrants colons. Et les migrants colons ont toujours de raisons, un régime de justification. Dans les cas des Israéliens, c'est les droits historiques. Dans d'autres cas, c'est la volonté d'apporter la modernité, etc. Il y a des colons qui arrivent par nécessité et besoin. C'est le cas des Irlandais qui arrivent dans les nouveaux continents, ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Donc, il s'agit d'un conflit qui est un conflit colonial. C'est-à-dire, il s'agit contre d'un côté des colons et de l'autre côté des indigènes colonisés. Et la violence que
que nous voyons. C'est d'un côté la répression coloniale, c'est le processus continuel qui maintenant date depuis 75 ans d'essayer de dompter à la fois les territoires et ceux qui y habitent et ceux qui y refusent sont destinés à être expulsés, chassés ou exterminés. Et la violence qu'on voit de la part des colonisés, c'est la violence de la lutte anticoloniale. On ne connaît pas de mouvements anticoloniaux qui n'utilisent pas la violence. Ça, c'est quelque chose qui nous ramène à relire encore et encore, bien évidemment, Frantz Fanon. C'est de la physique simple. Là où on emploie de la force, eh bien, ça renvoie la même force. Et parfois, cette force, cette violence, elle est terrible. C'est le cas de 7 octobre. Il s'agit d'un conflit colonial et la seule solution et la seule résolution d'un conflit colonial, c'est la décolonialité. Eh bien, écoutez, Eyal, on peut pas, on est obligé de terminer là-dessus. Vous avez fait la conclusion qu'il fallait. Je pense que vous allez le redire tout ça au Madasile, que beaucoup de personnes vont venir vous écouter, et puis que vous allez continuer vos conférences à travers le monde, et puis votre formation aussi de cinéaste, parce que c'est un caractère du cinéma qu'on apprécie beaucoup. Ça, je le vois vraiment très fortement chez Eyal. J'aime cette humanité, j'aime la façon aussi dont il interroge les gens. Hein. Donc, Marie-Josée Monzin, que vous avez cité tout à l'heure, hein, qui disait, qui donne à voir et à entendre. Éluard disait, les poètes ne sont pas inspirés, les poètes inspirent. C'est un petit peu ça. Il y a aussi beaucoup de poésie. Pour moi, la poésie, c'est ce qui sauve l'humain, c'est la poésie du quotidien, c'est avoir le temps de regarder quelqu'un, le silence d'un portrait. Et Eyal n'hésite pas à ça. Voilà, on voit des gens, ils disent pas, ils disent rien des fois, et les secondes défilent. Alors, quel est l'intérêt spectaculaire? Quel est l'intérêt aventurier ou de divertissement? Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas. C'est pas là l'intérêt. L'intérêt, il est dans l'humain, l'humanité, se comprendre, se rencontrer profondément, aller à la connaissance et pour vivre mieux ensemble, peut-être. Est-ce qu'on va y arriver un jour? Je suis On assez espère pessimiste. tous. Alors, ce qui est important aussi, c'est que Eyal Sivan sera au Madasil pour présenter ses films, parler avec les spectateurs, les spectatrices. Donc, c'est bien du 12 au 15 décembre. Et là, il va y avoir, je pense, beaucoup de public pour venir le suivre. Je l'espère. Je l'espère. Peut-être aussi des gens très vindicatifs. Peut-être des gens qui ne voudront pas qu'il soit là. Moi, je n'en sais rien. Toute surprise à l'heure actuelle, on peut. Je sais que lorsque on diffuse les flyers, ils sont à peu près bien reçus. Bon, j'ai eu vraiment quelques accros avec quelques personnes qui ne m'ont pas menacé, mais enfin qui m'ont quand même mis un petit peu mal à l'aise, mais pas beaucoup finalement, parce que je pense que les gens quand même, on a envie de comprendre cette histoire. Enfin, bon, voilà, le fait même quelques secondes de tous ces débris de Gaza que l'on voit, on peut quand même, notre imagination n'a pas beaucoup de choses à faire pour comprendre que là, c'est l'enfer pour les gens qui sont sous des décombres ou à côté des décombres, etc. Donc, là, on est dans les enfers. L'actualité, ils en parlent très bien, ils en parleront bien mieux que moi. Moi, je souhaitais parler aussi de Julien Legros, qui est là, qui fait partie des choix aussi de la programmation. Donc, c'est tout un cheminement aussi que l'on a ensemble. Lui, il est journaliste, il va se présenter certainement, mais attaché de presse, il a accepté d'être attaché de presse pour histoire de se rencontrer, mais c'est un cheminement aussi intellectuel. On est en accord. On est en accord. Et donc, quand je pense à Eyal Sivan, de suite, il va rebondir et entendre ce choix-là, etc. Quoi. Donc, ça aussi, je tenais quand même à remercier Julien publiquement, parce que franchement, c'est toujours les boulots les plus ingrats, hein, qui bossent beaucoup dans l'ombre et dont on parle peu. Moi, je voulais aussi parler vraiment des invitations de deux rendez-vous littéraires et des partenaires. Donc, il y a un partenaire très précieux qui sont les éditions du bout de la ville, parce qu'il y a une maison d'édition au Mas d'Azil, qui est un village d'environ 1200 habitants. Donc, merde,
j'ai pardon pour le merde, mais c'est super. Et ils ont ouvert une librairie, un lieu en fait, mais qui fait aussi librairie, plutôt axé, on va dire, sur tous les sujets sociétaux et politiques et sociaux et les sciences sociales, etc. Mais on peut faire aussi notre commande. Je trouve que ça dynamise une librairie. Et donc, ils ont été partenaires depuis le début. D'abord, les premiers spectateurs pour la première édition, ils ont été spectateurs chaque jour, ils étaient là. Et ensuite, et donc petit à petit, notre partenariat un petit peu euh, bah, oui, se fidélise et puis devient un tout petit peu plus étroit. Certainement qu'ils auront une carte blanche de une programmation bien à eux pour la prochaine édition, bien qu'elle rentre dans ma dramaturgie globale. Je tiens quand même, j'y tiens. Il y a un sens global que je veux donner. Après, comme je l'ai toujours dit, c'est quelque chose, dès que je serai à la retraite, je lèguerai tous ces projets. Mais donc, on invite Jean Stern, que vous avez vu tout à l'heure, pour des livres. Donc, j'aimerais que Julien en parle de ces deux rendez-vous littéraires qui se passeront donc à la Maison de Papier, qui est la librairie du Mas d'Asile. Floréal et Pierre, qui tiennent cette librairie, sont des gens remarquables et qui sont très heureux d'accueillir Marie-Josée Monzin et Jean Stern dans leur librairie. J'aimerais bien que Julien parle des livres qui viennent nous présenter. Alors, donc, la parole est à Julien. Petite incise, puisque Maïlis a dit un mot sympathique sur moi, je tiens quand même à saluer la pugnacité de cette personne qui arrive à monter cet événement-là depuis 2021, bon an, mal an, avec des moyens extrêmement réduits. Donc pour le grand public, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça demande une énergie assez folle de tracter, d'aller chercher des moyens qui sont pas forcément au rendez-vous. Donc voilà, hommage à Maëlys Isabelle Bouffartic pour tout ce travail de titan. Donc pour répondre à cette question par rapport à Jean Stern, donc cher Bernard, vous avez sans doute vu son profil, c'est un réel militant, notamment pour la défense des droits des personnes LGBTQI+, donc militant au sein du magazine français Le Guêpier, puis Orient 21, et donc et en passant par les médias que tu as cités tout à l'heure, donc chroniqueur à France Inter, etc., etc. Donc auteur de Mirage gay à Tel Aviv aux éditions Libertalia, puisqu'on parlait de Libertalia tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, Jean sera présent à la Maison de Papier, donc samedi 14 décembre à 11 heures, pour parler d'un recueil qui s'appelle Que ma mort apporte l'espoir. Donc il s'agit de textes recueillis à Gaza, donc c'est d'une actualité extrêmement brûlante. Et donc on est très content d'accueillir Jean pour présenter ce recueil de textes qui a été préfacé donc par un militant qui s'appelle Karim Katan. Voilà. Est-ce que des textes seront lus en public? Est-ce que des poèmes seront lus? Oui, oui, Jean s'est proposé pour lire certains poèmes. Ça, je crois que Julien ne le savait pas, donc c'est pour ça que je mets mon grain de sel. Très bien. Bon, Julien? Bah, je suis content de le découvrir en exclusivité. Bah, sur ces textes-là, d'ailleurs, que Floréal Klein, donc partenaire avec Pierre de la librairie des éditions du Bout de la Ville qui suivent l'événement depuis le début. On a lu un extrait dans une autre émission, je cite cet extrait de poème. Donc, s'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire. Ça donne évidemment une résonance particulière quand on sait ce qui se passe à Gaza en ce moment.
S'il est écrit que je dois mourir alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Voilà, que toutes ces personnes ne soient pas oubliées. Donc c'est un peu le sens de ces poèmes de Gaza. Donc il y a 50 textes donc qui composent ce recueil. Et puis sur le site des éditions Libertalia, il y a également une citation de Mahmoud Darwish, donc le poème palestinien que vous connaissez tous les deux. Car nous aimons la vie pour peu que nous en ayons les moyens. Donc on espère évidemment que les Gazaouis aient ces moyens un jour d'aimer à nouveau la vie. On n'a pas parlé du livre de Marie-Josée. Ah, Monza. Marie-Josée Monza, oui, parce que Très justement, important. alors son livre n'est pas tout à fait sur le thème qu'elle développe d'habitude, mais c'est un livre intéressant. C'est un livre donc Accueillir, venu d'un ventre ou d'un pays, venu au masculin ou au féminin. Donc c'est sur les enfants. Donc c'est intéressant peut-être de dire un mot sur ce livre, donc Accueillir, venu d'un ventre ou d'un pays. Effectivement, c'est une thématique qui est un peu différente de ce que fait Marie-Josée Monzin d'habitude. Eyal Sivan en parlait tout à l'heure, donc c'est une grande spécialiste. Et puis Maëlys aussi, c'est une grande spécialiste de l'image, du décryptage de l'image, de la propagande. Et là, en l'occurrence, effectivement, elle nous parle de ce que c'est qu'un nourrisson, de la filiation biologique, l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille. Donc c'est quelque chose d'extrêmement personnel et intime. Et je sais qu'elle aura des choses très pertinentes à nous dire à ce propos Je, à la maison de papier. ouais. Si je peux me permettre, c'est vraiment un livre qui s'inscrit dans l'actualité aussi, euh, en rapport à tout ce qui concerne l'accueil, l'hospitalité. Donc, qu'est-ce que c'est que d'accueillir un nouveau-né? Et qu'est-ce que c'est que d'accueillir quelqu'un qui vient d'ailleurs que notre contrée? C'est encore une fois une philosophie, c'est une philosophe, donc elle nous donne à penser, elle nous donne à voir certainement, à imaginer, et pour moi, elle reste aussi dans la lignée de ce que je nomme les poètes. Voilà. Pour moi, profondément, la poésie est subversive et la poésie nous amène à penser et à rêver dans la pensée. Donc, ce sont des pensées euh, qu'on pousse, on pousse notre pensée. Et donc, ça s'inscrit vraiment dans une grande réalité que l'on ne peut pas dissocier du conflit israélo-palestinien et d'aucun conflit dans le monde, puisque c'est l'accueil et l'hospitalité ou l'inhospitalité qui peut entraîner des drames et des tragédies absolues. Donc, c'est fondamental des livres comme ça, et d'autant plus qu'ils sont écrits par une philosophe. Ce n'est pas une journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui écrit, une auteure de roman, c'est une philosophe. Donc, ça, c'est très intéressant. Et je tenais aussi à dire que c'est Eyal qui a tenu à inviter Jean Stern et Marie-Josée Monzin. Ce sont des compagnons et compagnonnes de longue date. Et il y a aussi l'aspect amitié dans l'histoire de se rencontrer. Nous avons des amitiés intellectuelles. Nous avons des amitiés profondes, en fait, sans réellement se connaître et se connaître au quotidien. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission dans laquelle vous avez entendu Maëlys Isabelle Bouffartigue, organisatrice de Histoire de se rencontrer au cinéma. Cet événement se tiendra au mât d'asile du 12 au 15 décembre. Et au cours de cet événement culturel, une rétrospective de 6 films du réalisateur israélien Eyal Sivan sera projetée. Vous avez entendu également dans notre émission Eyal Sivan. Il a présenté ses films et a parlé de la situation actuelle de la guerre du gouvernement israélien contre Gaza, la Cisjordanie et le Liban. Vous avez entendu aussi Jean Stern, un journaliste du média Orient 21, qui interviendra également au mât d'asile pour présenter un livre sur Gaza. Et vous avez entendu enfin Julien Legros, l'attaché de presse de Histoire de se rencontrer au cinéma.
J'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem qui habitent en Ariège ou qui ont la possibilité de voyager de participer aux rencontres de Histoire de se rencontrer au cinéma. Je pense qu'ils ne le regretteront pas. Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de Histoire de se rencontrer. Alors là, attention, Histoire, ça s'écrit Histoire au singulier, -S, et un peu plus loin, de se rencontrer. Et bien, vous pouvez aussi lire dans le dernier numéro du journal de l'Union pacifiste un article dédié au réalisateur Eyal Silvan. Et il me reste maintenant à vous dire à la semaine prochaine. Ciao, ciao. And the wind shall come down from the mountain to be carried through meadows and seas, bringing warriors of peace, to beat swords into plowshares with grace. And the mothers and fathers will follow as the children are leading the way, forging warriors of peace, to beat swords into plowshares today. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Just listen to what it says. I got love in my eyes to protect me from the speakers of hatred and rage. With them warriors of peace, I'll beat swords into plowshares today. Look at you who are leading from darkness, right with fear of the poor and displaced. Here come those warriors of peace, to beat swords into plowshares today. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Listen to what it says. My heart is expanding, my spirit is rising, my soul is revealed, my body is healed. Through love and compassion, good people unite to turn anguish to hope and darkness to light. My heart is expanding, my spirit is rising, my soul is revealed, my body is healed. Through love and compassion, good people unite to turn anguish to hope and darkness to light. Darkness to light, darkness to light. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Listen to what it says. Listen to your heart. Here come the warriors of peace, to bring swords into plowshares with grace. Here come the warriors of peace, to beat swords into plowshares.